Bonjour à tous, je m'appelle Suzy et je suis la coordonnatrice de sensibilisation avec Forest Ontario. Je vous souhaite la bienvenue au tout premier webinaire en français pour l'environnement ontarien 2017-2018. Aujourd'hui, je suis contente de vous présenter Émilie Campbell-Renaud. Émilie travaille avec l'équipe du projet de la Réalité climatique Canada depuis 2010 et elle s'intéresse aux liens entre l'agriculture et les changements climatiques. Ce webinaire vise à fournir un portrait de la science du climat en mettant l'accent sur les sources de gaz à effet de serre provenant du secteur alimentaire. Les impacts de ces émissions seront abordés pour nous préparer à une discussion axée sur les solutions. Donc, Émilie, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai hâte de vous parler de l'alimentation et les changements climatiques. Je vais commencer par partager mon écran et nous allons débuter très bientôt. Donc, voilà, merci d'être là aujourd'hui. On va discuter aujourd'hui de comment favoriser un environnement plus sain en ajustant le contenu de votre assiette. La présentation sera... bon, je peux pas... Ah, OK. L'organisation sera ainsi. Donc, tout d'abord, on va parler des changements climatiques, des sources de GES, et ensuite des impacts environnementaux de l'alimentation et les solutions que je vous propose pour chaque impact respectivement. Donc, comme vous le savez déjà, vous êtes très au courant, l'humain pollue énormément. Effectivement, toutes les 24 heures, on rejette dans l'atmosphère 110 millions de tonnes de pollution qui contribuent au réchauffement climatique. Comme vous le savez probablement, il existe plusieurs gaz à effet de serre, mais le dioxyde de carbone et le méthane sont les plus notoires et les plus populaires, donc, comme on va le voir plus tard. Lorsque le dioxyde de carbone augmente, la température mondiale augmente aussi. Et donc, ce graphique-ci démontre cette corrélation sur une période de 2000 ans, alors c'est indéniable. D'ailleurs, 16 des 17 années les plus chaudes enregistrées dans l'histoire ont pris place depuis 2001 et la plus chaude, en considérant tout, a pris place en 2016. Sur le moyen et le long terme, les effets de changement climatique prévus sont résumés ici. Donc, tout d'abord, on a les phénomènes météorologiques extrêmes, c'est-à-dire les tempêtes, les inondations, les sécheresses. Un bouleversement d'un grand nombre d'écosystèmes. Donc, on peut voir l'extinction de beaucoup d'espèces d'animales et végétales. Des crises liées aux ressources alimentaires, donc les chutes des productions agricoles qui provoquent des graves carences en récolte et qui font en sorte que certains peuples ne peuvent plus se nourrir. Des dangers sanitaires, c'est-à-dire la transmission de maladies. La fonte de glaciers, donc la montée du niveau des océans à cause de la fonte des glaciers, ce qui peut causer des déplacements de population assez considérables. La raison étant que l'augmentation des niveaux de mer crée des inondations de certaines zones côtières, notamment en Afrique et en Asie, et pourra causer la disparition de pays en entier, par exemple les Maldives, ce qui provoquera des phénomènes de migration, donc des réfugiés climatiques qui devront être déplacés ailleurs. Les plus grosses sources de gaz à effet de serre sont démontrées ici. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour regarder ça, mais vous êtes sans doute déjà au courant de plusieurs de ces sources-là. Au Canada, les principales sources de GES sont démontrées ici. Et notre sujet aujourd'hui, c'est l'alimentation. Et ce sujet ici touche à divers secteurs qui émettent des GES, notamment l'agriculture, le transport et l'industrie. Donc, on va tout d'abord parler des impacts environnementaux de la production alimentaire. Il y en a beaucoup. J'ai essayé de résumer ça en 4 points principaux pour vous. Donc, tout d'abord, la consommation énergétique.
l'usage des sols, le transport et la pollution. Tout d'abord, en consommation énergétique, on parle généralement en matière d'eau parce que énormément d'eau est nécessaire pour la production de diverses sources d'alimentation. Ce qu'on voit ici dans ce tableau, c'est que aussitôt qu'on tombe dans les produits animaliers, c'est-à-dire les œufs, le poulet, la viande, le fromage, la consommation d'eau augmente drastiquement. L'eau consommée par l'agriculture animale varie entre 34 et 76 trillions de gallons annuellement. Donc, c'est énorme. Et comme vous voyez, le bœuf étant le plus destructeur. Donc, bien évidemment, une première solution, bon, c'est d'éviter la viande. Je pense que je vous apprends rien à ce niveau-ci. Deuxième impact environnemental de la production alimentaire, c'est au niveau de l'usage des sols. Donc, ici, on voit des grands champs agricoles. 80% de la déforestation mondiale est destinée à l'agriculture. De cette terre, 70% est consacré de manière directe ou indirecte à l'élevage. Par exemple, au niveau du soya, 85% de la production mondiale est destinée à l'alimentation animale. En d'autres mots, les terres agricoles qu'on crée ne servent généralement pas à nourrir les animaux, ne servent généralement pas à nourrir les humains, mais plutôt les animaux d'élevage qui sont ensuite souvent consommés par l'humain. Voici une présentation de l'usage des sols, c'est-à-dire l'affectation des terres agricoles. Les pâturages recouvrent 60% des terres agricoles. Le fourrage, c'est-à-dire les plantes utilisées pour l'alimentation des animaux, occupe 35% des terres arables. Et au total, 78% des terres agricoles sont donc dédiées au bétail et à son alimentation. C'est vraiment énorme. Donc, en d'autres mots, l'élevage du bétail nécessite l'usage de beaucoup de sol comparativement aux légumes, légumineuses et aux céréales, comme vous pouvez le voir ici. Pourtant, on peut nourrir beaucoup plus d'hommes si on utilise la terre pour l'agriculture de légumes, de légumineuses et tout ça, versus pour l'élevage des animaux. Donc, 1 hectare de terre peut produire 53 000 livres de patates, 50 000 livres de tomates, mais seulement 250 livres de bœuf. Ceci indique qu'on peut nourrir beaucoup plus d'humains avec moins de terre si on élimine les animaux comme intermédiaires. C'est ce que démontre l'image à la droite. Donc, le bœuf ou l'animal doit consommer beaucoup plus de légumes, de plantes, de céréales afin de grandir et ensuite l'humain le consomme. Par contre, si l'humain consommait directement ces plantes-là, on enlèverait l'intermédiaire et ça nécessiterait beaucoup moins de récoltes. En effet, juste aux États-Unis, 800 millions de personnes pourraient être nourries par le grain que le bétail consomme. Et c'est sans mentionner tous les animaux qui sont élevés pour être exploités tout au long de leur vie, comme les poules pour leurs œufs et les vaches à lait. Donc, la solution, je pense que vous l'avez vu venir, c'est d'éviter tous les produits provenant des animaux. Le troisième impact environnemental que j'aimerais discuter avec vous, c'est le transport. Donc, en moyenne, les items sur nos tablettes d'épicerie au Québec parcourent 2500 km. Et pourtant, on a beaucoup de produits du terroir qui sont formidables et à portée de main très facilement. Le Québec compte plus de 29 000 fermes. Alors, nous importons beaucoup d'aliments d'ailleurs, comme les fruits et légumes du Mexique, par exemple, ce qui a vraiment une incidence au niveau des gaz à effet de serre. Et un deuxième point, c'est que les émissions liées au transport dans le domaine de l'agriculture animalière sont responsables pour 13% de toutes les émissions de GES. Donc, encore ici, le bétail et l'agriculture animale est un coupable. Donc, la solution, c'est de manger local, bien sûr, et encore une fois, d'éviter tous les produits provenant des animaux. Je crois que vous pouvez discerner une thématique qui revient ici.
Juste pour ne pas vous induire en erreur, les émissions de GES dépendent généralement du mode de transport qui est utilisé. C'est-à-dire que des légumes québécois qui sont produits ici et qui traversent toute la province par camion ne sont pas plus écolos forcément que des légumes cultivés très loin, mais transportés par bateau. Donc, le plus important, c'est de faire des choix informés et de lire les étiquettes et de poser des questions. Vous pouvez préconiser des épiceries à proximité, s'y rendre en transport actif et bien sûr utiliser des sacs réutilisables. Il faut aussi préciser que si vous prenez votre voiture pour aller à l'épicerie, pour aller acheter des items locaux, votre impact environnemental est possiblement plus élevé que si vous aviez acheté des produits importés, mais que vous y êtes allé à pied. Au niveau de la pollution, c'est le quatrième impact environnemental que je vais parler avec vous aujourd'hui. C'est sûr que la pollution provient de la production de l'agriculture en général à cause des antibiotiques, des hormones, des pesticides. Mais l'agriculture animalière, encore une fois, est particulièrement problématique. Petite parenthèse ici sur le méthane. Donc, le dioxyde de carbone et le méthane sont les deux gaz à effet de serre les plus mieux connus, comme je vous ai dit en début de présentation. Le dioxyde de carbone reste dans l'atmosphère une centaine d'années et le méthane y séjourne une douzaine d'années. Par contre, le méthane est 25 fois plus puissant que le gaz carbonique en potentiel de réchauffement global, donc il est particulièrement nocif. Et 22% des émissions de méthane proviennent de la digestion du bétail et du lisier. 18% des GES proviennent de l'agriculture animale et le transport. Ça équivaut à plus que toutes les émissions d'échappement de toutes les formes de transport combinées. Et surprenamment, les vaches produisent 150 milliards de gallons de méthane par jour. Donc, elles sont très destructives. Alors, la solution, c'est de manger bio et bien sûr local pour réduire le transport et aussi pour réduire les pesticides et les produits chimiques utilisés. Une autre solution, c'est d'adopter un style de vie végétalien. Donc, quand on pense au végétalianisme, on pense normalement à l'alimentation, mais en fait, c'est un style de vie qui s'oppose en général à l'exploitation des animaux dans toutes ses formes. Que ce soit pour l'alimentation, pour l'amusement, pour les vêtements, pour les cosmétiques, autant au niveau des ingrédients que pour les tests sur les animaux. D'ailleurs, voici un tableau qui démontre l'empreinte écologique moyenne selon le type d'alimentation. Donc, nous avons l'amoureux de viande, la personne moyenne, une personne qui ne consomme pas de bœuf, le végétarien et le végétalien. On voit que les gens qui consomment de la viande utilisent en moyenne 160 fois plus de terre, d'eau et de carburant pour soutenir leur diète que les végétaliens. Ce que ce graphique démontre aussi, c'est que pour une personne qui n'est pas prête à devenir végane ou même végétarien, le simple fait d'éliminer le bœuf de son alimentation fait une énorme différence au niveau de son empreinte écologique. Donc, c'est une excellente première étape. J'en profite pour vous glisser un petit mot sur le carnisme. Donc, c'est une idéologie qui explore les raisons pour lesquelles nous mangeons de la viande alors que c'est vraiment pas nécessaire dans notre alimentation. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que c'est en fait nocif pour la santé. Et le carnisme cherche aussi à étudier pourquoi il semble éthiquement acceptable de consommer certains animaux et pas d'autres. C'est donc c'est la différence entre aimer les animaux et aimer les animaux de compagnie. Être végane, c'est bénéfique sur plein d'aspects de la vie. Premièrement, au niveau des animaux, c'est-à-dire d'éviter la cruauté, c'est l'idée que la vie d'un animal ne vaut pas moins qu'une autre et qu'il n'est pas nécessaire ni justifiable d'exploiter les animaux. Au niveau de notre eau, donc nous avons vu plus tôt dans la présentation comment éviter les produits animaux réduit drastiquement la consommation d'eau. Pour la faim mondiale, donc en éliminant les animaux comme intermédiaires, c'est-à-dire en mangeant les récoltes nous-mêmes plutôt que les nourrir aux animaux pour ensuite les manger, comme je vous ai parlé tantôt, nous pourrions nourrir 4 milliards de personnes additionnelles.
C'est aussi pour la forêt. Donc, il faut cesser de raser des forêts pour créer des champs pour l'agriculture qui pourraient en fait être drastiquement réduites. Pour la compassion, c'est-à-dire de penser plus loin que nos papilles gustatives. Pour la faune, dont l'habitat est détruit lorsque nous abattons les forêts pour en faire de l'agriculture intensive. Pour notre santé, donc comme je l'ai mentionné, il a été démontré que les produits laitiers et les autres produits animaliers détériorent en fait la santé des humains et qu'une alimentation basée sur les plantes est optimale pour la santé. Pour la paix, adopter une alimentation végane, c'est s'assurer qu'il y a assez de ressources pour tous les humains. Ça réduit aussi nos émissions de GES et ça peut atténuer les changements climatiques et contribue donc à amoindrir les instances de réfugiés climatiques. C'est enfin pour la planète, une personne végane a une empreinte écologique plus de 2 fois plus petite qu'une personne qui mange de la viande. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je vais prendre des questions maintenant. OK, merci, Émilie. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais commencer avec un. Donc, si nous devons faire un choix, est-il mieux pour l'environnement de manger bio ou vegan? Les études démontrent que l'agriculture biologique n'est pas nécessairement plus durable que l'agriculture conventionnelle. L'agriculture biologique utilise plus de terre, entre 25 et 110 de plus, parce qu'elle produit moins de récoltes. Par contre, elle utilise moins d'énergie parce que la production de fertilisants et de pesticides est très énergivore. Pour la viande, c'est le même concept. Donc, le bœuf bio génère 19 plus d'émissions par kilogramme pour plusieurs raisons. Premièrement, les récoltes qui servent à les nourrir poussent moins vite sans les pesticides. Le bétail doit aussi en manger plus pour se nourrir que si on leur nourrissait des aliments enrichis en laboratoire. Et les animaux grandissent moins vite sans tous ces produits chimiques, ce qui veut dire qu'ils doivent être gardés en vie plus longtemps pour atteindre leur grosseur optimale. Oh, j'aime pas ça dire ça. Et donc, ça leur laisse plus de temps pour émettre du méthane dans l'atmosphère. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est de manger, bio, local, vegan, acheter tous ces items à l'épicerie du coin dans des sacs réutilisables et d'adopter un style de vie zéro déchet rendu là. Mais ça peut être un défi. Donc, je pense que le plus important, c'est vraiment d'éliminer la viande. Alors, si vous devez choisir, je dirais vegan et local, c'est déjà bien. OK, merci. Donc, nous avons une autre question. Mélanie demande combien de kilogrammes de soya un humain doit-il manger pour obtenir l'équivalent protéinéique obtenu en mangeant du bœuf? Oh, ça, c'est une excellente question. J'avoue que je n'ai pas les données à portée de main, mais je peux prendre en note l'adresse courriel de la personne qui a posé la question et trouver ces informations-là pour elle. OK, oui, ça marche. Donc, moi, j'ai une autre question. Oui. Selon toi, quel rôle est-ce que le gouvernement devrait-il jouer dans la réduction de gaz à effet de serre provenant du secteur agricole? C'est une excellente question. Je crois... Oui, c'est une bonne question. Je crois que l'action sur le climat se fait vraiment au niveau municipal et donc plutôt au niveau du consommateur. Je crois que c'est vraiment au consommateur de démontrer au gouvernement avec son argent qu'est-ce qu'il désire et donc magasiner, c'est participer au processus politique et donc je crois que les gouvernements répondront à ça si on leur démontre ce qu'on veut en tant que consommateur. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, écrivez-les dans la boîte de discussion. Je veux remercier tout le monde pour votre participation aujourd'hui et surtout à Émilie pour partager son expertise. Je voulais également remercier le ministère de l'Éducation pour leur soutien de cette série de webinaires. Donc, j'espère de vous revoir lors de notre prochain webinaire le 15 décembre. Merci. Oh, attends, il y a une autre question. Julie dit, si je remplace tout le bœuf que je mange par du poulet ou bien du porc, est-ce que c'est meilleur? Pour l'environnement, c'est déjà beaucoup mieux.
Je peux revenir à la diapo qui démontrait les statistiques à cet effet, mais définitivement, l'impact environnemental en est extrêmement réduit. Voilà, je vais la partager. Donc, au niveau de la consommation énergétique, on peut voir ici que c'est grandement réduit. Et également, au niveau de l'empreinte écologique en général, donc dès qu'on élimine le bœuf, ça fait une grosse différence. Alors, c'est une bonne première étape. C'est un bon premier pas à prendre. OK, donc ça marche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, si. OK, une autre. Est-ce qu'on pourrait enlever la concurrence en éliminant la nourriture pour les animaux domestiques? Je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce qu'on pourrait enlever la concurrence en éliminant la nourriture pour les animaux domestiques? La concurrence dans quel sens? Je vais voir. Est-ce que vous avez d'autres informations? Une autre façon à poser la question? Pour alléger la compétition pour la nourriture. OK, vous voulez dire comme de nourrir à nos animaux domestiques, de leur faire adopter, dans le fond, une diète 100% basée sur les plantes, si je comprends bien. En fait, entre l'humain et l'animal domestique, s'il y en a un des deux qui devrait manger de la viande, c'est l'animal domestique. Donc, bon, et il faut dire aussi que la consommation de viande des animaux domestiques est extrêmement minime comparée à la consommation au niveau des humains. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais de toute façon, un animal domestique, que ce soit un chien ou un chat, est fait, lui, pour manger de la viande. Il y a les crocs, il y a l'intestin pour. Donc, lui est censé manger de la viande. L'humain ne l'est pas. Et donc, nous, on a des dents plates. Notre intestin n'est pas fait pour manger de la viande. La viande reste en nous très longtemps. Et donc, OK, on a plus d'explications. Ah, on questionne la nécessité d'avoir des animaux domestiques. Oui, c'est une autre question. Ça revient aussi un petit peu à ce que je vous disais sur le véganisme, c'est-à-dire d'éliminer toute forme d'exploitation animale. Est-ce qu'avoir un animal de compagnie, le garder dans une maison contre son gré, les faire reproduire, tout ça, est-ce que c'est vraiment éthique? C'est une toute autre question. Mais si vous choisissez d'avoir un animal domestique, éliminer la viande de son alimentation, c'est pas nécessairement la solution. Peut-être éviter les nourritures justement avec du bœuf dedans. Déjà, si vous avez une nourriture à base de poulet ou de poisson, ça peut déjà amoindrir l'impact environnemental de son alimentation. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci pour votre participation. Merci. Et merci, Amélie. Au revoir tout le Au monde. revoir.